La ménopause concerne toutes les femmes. Et pourtant, elle demeure l'une des étapes les plus mal comprises de la vie féminine. Plusieurs enquêtes récentes montrent qu'environ la moitié des femmes déclarent ne pas avoir été correctement informées de ce qui se passe dans leur corps pendant cette période de transition. Derrière ce silence, une série de questions essentielles s'impose. Pourquoi un processus biologique normal reste-t-il si peu expliqué et si rarement anticipé ? Comment comprendre ce qui, concrètement, se réorganise dans le corps au niveau hormonal, mais aussi nerveux, métabolique, émotionnel ? Et pourquoi la périménopause, qui peut débuter près d'une décennie avant, est-elle si souvent confondue avec du stress, un surménage ou un trouble anxieux ? Car la ménopause n'est pas qu'une variation hormonale. C'est un moment où se croisent physiologie, identité, rapport au corps, charge mentale. Et où beaucoup de femmes cherchent des repères pour traverser cette transition en conscience, plutôt qu'en pilotage automatique. Dans un modèle culturel encore largement façonné par une vision masculine du corps, de la santé et de la performance, comment traverser sereinement une étape dont on ne nous a jamais vraiment donné les clés ? Comment accompagner ce passage sans le réduire à ses symptômes ? Comment aider les femmes à comprendre ce qui se joue en profondeur pour retrouver de la clarté, de l'autonomie et une vraie confiance dans leur propre physiologie ? Pour ouvrir ce sujet encore trop souvent invisibilisé, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Camarata. Avec elle, nous allons remettre du sens sur ce que vivent les femmes, explorer les mécanismes à l'œuvre et interroger la façon dont notre société et notre éducation au corps influencent la manière dont cette transition est traversée. Marie, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est un plaisir. Tu es docteur en pharmacie et naturopathe, formée auprès d'Alain Rousseau, l'un des fondateurs de la naturopathie en France. Ton parcours commence dans l'industrie pharmaceutique, où tu occupes successivement des postes en production ou encore en recherche et développement dans le domaine de la diététique. Ces années t'ont permis d'acquérir une compréhension fine des formulations, des ingrédients et des mécanismes biologiques. Après plusieurs années en officine, au contact direct des besoins des patients, tu as choisi d'aller plus loin dans une vision plus globale de la santé en te consacrant pleinement à l'accompagnement. Depuis plus de 15 ans, tu exerces en cabinet à Paris où tu guides des femmes et des hommes sur leurs différentes problématiques de santé, avec cette volonté constante de clarifier ce qui se joue dans le corps et de redonner à chacun de l'autonomie dans sa santé. Tu es également enseignante à l'Institut supérieur de naturopathie, ISUPNAT, depuis 2009. Tu y formes de futurs naturopathes à la construction d'une consultation solide et à la compréhension profonde du fonctionnement du corps humain, en t'appuyant autant sur ta formation scientifique que sur ton expérience clinique. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'on a eu la chance de te rencontrer. En parallèle, tu interviens régulièrement en conférences, notamment sur des sujets qui traversent toute la vie des femmes, la ménopause, la périménopause, la grossesse, la puberté, l'équilibre hormonal ou encore la santé du cerveau. Dans chacune de tes interventions, on retrouve ton intention centrale, rendre la physiologie lisible, accessible et redonner aux femmes des repères fiables pour comprendre ce qui se passe dans leur corps. Et c'est pour la richesse de ton parcours, la précision de ton regard et ta capacité à relier science, terrain et expérience humaine que nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui pour remettre de la connaissance, de la confiance et du sens sur ces transitions de vie qui traversent les femmes et les aider à se reconnecter à ce que leur corps sait faire. Encore merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, notre première question signature, c'est comment est-ce que tu définirais la performance ? La performance, c'est pas un mot que j'aime beaucoup. La performance, ça sous-entend d'aller au-delà de ses capacités. Et c'est pas un mot qui fait référence à la santé. Si je prends par exemple le cas des sportifs, pour être performants, il va falloir qu'ils aillent un peu au bout de leurs possibilités. Ils vont donc avoir un entraînement intensif et on va plutôt aboutir à une certaine fragilité avec tous les symptômes du surentraînement, les blessures. Donc c'est vrai que moi, ce terme de performance, en fait, je préfère le terme d'hormèse.
L'hormèse ou l'antifragilité, c'est un terme qui veut dire, c'est soumettre le corps à des légers stress pour le renforcer, pour augmenter ses capacités de réparation. Et si je devais illustrer le terme d'hormèse, je dirais par exemple que une activité physique qui serait modérée mais régulière, elle permet de renforcer le corps. Elle permet de renforcer les muscles, elle permet de soutenir les os. Ça m'intéresse plus que la performance. De même, si par exemple on fait une alternance de douche fraîche, douche chaude, de faire une douche froide après une douche chaude, ça va avoir une action au niveau des vaisseaux et ça va permettre de renforcer la circulation sanguine. Donc, l'hormèse, c'est un terme qui permet d'écouter son corps et de construire, je dirais, une santé durable au détriment d'une performance qui est plus éphémère. Et donc, qu'est-ce qui t'anime? Quelle est ta mission de vie? La santé en général, et peut-être particulièrement permettre aux femmes d'avoir une information éclairée sur leur corps, sur leur fonctionnement hormonal, et leur permettre également de pouvoir résister, je dirais, à la pression sociale, aux injonctions, qui visent à nier à les infantiliser déjà, et à nier leur capacité à pouvoir retrouver un équilibre hormonal serein au moment de la ménopause, par exemple. Alors, on avait déjà abordé la ménopause dans un précédent épisode avec le docteur Valérie Leduc. L'idée de t'inviter, c'était de proposer aussi une perspective complémentaire. Est-ce qu'on peut reprendre un peu les bases et est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe concrètement pendant la ménopause sur le plan physiologique? Alors, sur le plan physiologique, la ménopause, c'est une période qui peut s'étendre, je dirais... quand on parle de ménopause, on parle précisément d'un arrêt des sécrétions ovariennes. Un arrêt des sécrétions œstrogène, progestérone. Et dans la ménopause, en fait, on a une période plus ou moins longue qu'on appelle la périménopause, qui est la période qui entoure la ménopause, qui démarre, on dira, une dizaine d'années avant la ménopause. Et on va avoir comme ça des fluctuations hormonales qui seront vécues de façon très différente selon les femmes. C'est-à-dire que certaines femmes pour elles, ça ne sera pas un sujet véritablement. Elles pourront traverser cette période sans heurts. Et pour d'autres, ce sera plus compliqué. Et on a comme ça cette période d'une dizaine d'années. On arrive ensuite à la ménopause, qui est l'arrêt des sécrétions ovariennes. Et puis, je dirais, à peu près 2 ans après la ménopause, qui correspond à la post-ménopause, où il y a donc un nouvel équilibre hormonal qui se met en place. Concrètement, la ménopause, c'est ça. Donc, si on doit détailler un petit peu cette période, par exemple, de périménopause, on dira qu'il y a d'abord une première période où il y a d'abord une diminution de la progestérone. Cette diminution de la progestérone, ça peut, chez certaines femmes, entraîner un certain nombre de symptômes dus au déséquilibre œstrogène-progestérone. On a en quelque sorte une hyperœstrogénie relative du fait de cette baisse de la progestérone avec des symptômes liés éventuellement à cette hyperœstrogénie. Donc ça peut être des symptômes comme une tension dans les seins, une prise de poids, ça peut être des règles qui sont allongées, ça peut être en tout cas un certain nombre de symptômes qui sont plus ou moins bien vécus selon, je dirais, le décalage important entre le déficit en progestérone et l'excès d'œstrogène. Ça peut être aussi la fatigue, le stress, la dépression? Ça peut être aussi la fatigue, le stress, la dépression. Ce qui est important, c'est de voir que ce décalage, il est d'autant plus important que la femme peut être soumise à des stress extérieurs et que son hygiène de vie également pendant cette période-là, je dirais tout au long de sa vie, mais pendant cette période-là, il va également influencer ce déséquilibre hormonal. Mais également par rapport à son apport alimentaire. Par exemple, quand on parle d'œstrogène, on parle des œstrogènes que la femme synthétise à travers ses ovaires, mais également les œstrogènes qu'on peut récupérer dans notre environnement. Bon. Dieu sait qu'il y a des biais par lesquels on peut en avoir, comme l'eau par exemple. Comme l'eau de boisson, qu'elle soit l'eau du robinet ou que ce soit l'eau en bouteille. Bon, je crois que c'est plus maintenant un secret pour personne de voir que c'est quand même une eau qui peut présenter effectivement un certain nombre de molécules chimiques délétères, dont les œstrogènes, et qui participent à cette hyperœstrogénie. Donc, mais on peut aussi trouver des œstrogènes dans des
hormones, c'est-à-dire des molécules chimiques qui sont très proches de nos oestrogènes et qui vont augmenter artificiellement le pool d'oestrogènes dans le corps, à travers, par exemple, les pesticides, les aliments ultra transformés, tous les produits chimiques qui peuvent être ajoutés dans notre alimentation, mais qu'on peut également utiliser dans les produits pour nettoyer. Les produits d'entretien, les peintures. Donc, il y a énormément de sources d'œstrogènes qui font que ce déséquilibre est d'autant plus important et mal vécu. Donc, l'idée, je dirais, dans cette première période, ce serait plutôt d'essayer d'atténuer ce déséquilibre en supprimant peut-être ces sources d'œstrogènes exogènes et en peut-être soutenant la progestérone à travers des plantes qui sont tout à fait intéressantes pour rétablir un petit équilibre, pour avoir un effet un peu mimétique de la progestérone et essayer de diminuer au maximum ce décalage qui peut être très désagréable chez certaines femmes. Et comment tu expliques justement, vu que c'est quelque chose de absolument physiologique, qu'il existe des solutions diverses pour rééquilibrer ça, que mine de rien, ça concerne la moitié de la population. Comment tu expliques qu'on soit encore aujourd'hui, et d'ailleurs ça fait l'objet d'une deuxième émission, donc ça montre à quel point c'est un sujet important, qu'on soit obligé d'en parler, de réexpliquer ça, pourquoi c'est presque, on dirait d'une certaine façon, une mode en ce moment, parce qu'on entend parler de la ménopause tout le temps. Comment tu expliques ce tabou, ce manque d'informations sur ce sujet ? Alors, peut-être parce qu'en fait, la ménopause, c'est un terme qui est assez récent. La ménopause, c'est un mot qui a été inventé en 1821 par un médecin français. Et donc, on a expliqué qu'effectivement, à partir du moment où la femme avait un arrêt de ses sécrétions ovariennes, on allait parler de ménopause. Et à l'époque, c'était pas forcément très valorisant. C'était une façon de dire que la femme, une fois qu'elle était ménopausée, servait plus vraiment à grand-chose, voire même... à l'époque de Charcot, le fait qu'elle ait plus ses règles, ça pouvait la prédisposer aux maladies mentales. Donc il y avait quand même quelque chose d'assez dévalorisant, un côté peut-être, comment dirais-je, une façon un petit peu de dévaloriser la femme qui restait, qui pouvait être à la fois instable, irritable, par rapport à l'homme qui restait bien stable. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est connu. C'est très occidental. C'est très occidental. C'est-à-dire que, par exemple, en Asie, le terme de ménopause au Japon, il n'existe pas. Il n'y a pas de terme pour nommer l'arrêt des sécrétions ovariennes chez la femme. Et d'ailleurs, la femme, alors il y a un terme global pour parler du vieillissement, aussi bien de l'homme que de la femme, et on ne fait pas comme ça cette différenciation où à un moment donné, l'arrêt des sécrétions ovariennes serait à l'origine de tous les problèmes de la femme, alors que comme tu le décrivais très bien, Mélanie, c'est complètement physiologique. C'est inscrit dans notre cerveau. C'est un programme qui est inscrit et que le corps sait gérer. Il sait remanier les hormones existantes, faire en sorte que l'on puisse retrouver un équilibre hormonal. Alors, c'est vrai, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, mais de toute façon, cet équilibre, il va réapparaître. Mais j'aime bien l'idée aussi, au Japon, ce terme n'existe pas, mais la femme, une fois qu'elle est ménopausée, elle ne se sent pas moins fertile. Parce qu'elle peut prendre soin des petits-enfants, par exemple. Elle a un vrai rôle dans la société. Et les femmes ménopausées, d'ailleurs, elles ont un rôle dans la société qui est vraiment important. C'est vraiment un terme, je dirais, c'est vraiment très occidental de l'avoir ainsi, d'avoir positionné la ménopause comme étant une maladie qu'il faudrait absolument traiter par des médicaments. La ménopause est en aucun cas une maladie. C'est un processus physiologique. C'est une transition. Et cette transition, il faut lui laisser le temps de se mettre en place pour pouvoir retrouver un nouvel élan de vie. Alors, je crois que c'est en Asie aussi où on parle de deuxième printemps. J'aimerais bien que ce terme puisse être utilisé chez nous aussi. Ouais, c'est beau, ouais. Nous, en fait, on parle de déclin. Voilà. Quand on parle de défaillance même. Déclin, défaillance, troubles psychologiques, troubles, brouillard mental. Enfin, c'est vraiment, tous les mots ont été utilisés pour décrire cette période et dévaloriser la femme et surtout la soumettre à un diktat qui est la seule façon de vous en sortir, mesdames, c'est de prendre un traitement hormonal. Nous, on va vous sauver. Les laboratoires, ils sont faits pour ça. Ils ont conçu un traitement qui va permettre de pallier à votre déficit hormonal.
Non, en fait, c'est une période physiologique. Donc, je trouve que c'est un peu dommage que la seule réponse aujourd'hui en France à la ménopause, ce soit un traitement hormonal, et que du coup, on considère que c'est une maladie qui nécessite un traitement. Comme si la femme, en fait, elle a été mal conçue. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce qui s'est passé lors de sa conception. À un moment donné, il y a un arrêt de ses sécrétions ovariennes. Ça n'est pas normal. C'est pas normal. Donc, heureusement, on a les moyens de pallier à ce déficit. C'est des hommes qui ont trouvé les moyens en plus. C'est beau. Alors, les hommes ont trouvé les moyens, l'industrie pharmaceutique aussi. Toutes ces personnes sont bien entendu au service de la femme, c'est bien connu. Mais alors, moi, j'ai une autre idée. Et je pense que la femme, elle a été extrêmement bien conçue. Parce qu'en réalité, elle a comme ça une période de fertilité qui est située aux alentours, globalement, de 15 ans, 45 ans. C'est la période dans laquelle elle a la capacité de pouvoir mettre au monde un enfant, parce que c'est une étape importante dans la vie d'une femme, et ça nécessite d'avoir suffisamment d'énergie, d'avoir un foie en bon état pour pouvoir faire face à l'afflux d'hormones que représente une grossesse, d'avoir une peau suffisamment souple. Donc, avant 15 ans, c'est trop tôt. Je crois qu'aucune jeune femme n'a envie d'avoir un enfant à 6 ans. Et après 50 ans, c'est trop tard. Et je crois, là encore, qu'aucune femme ne souhaite avoir un enfant après 50 ans. Et que la nature, elle nous a suffisamment bien conçus pour avoir comme ça cette période de fertilité et pour nous permettre de nous réaliser différemment à partir de la cinquantaine. Pour cet arrêt des sécrétions ovariennes, parce qu'on ne parle pas d'arrêt de sécrétion hormonale, parce que les hormones ovariennes, c'est une toute petite part des hormones dont le corps est constitué. Nous avons des milliers d'hormones et les hormones ovariennes, c'est une petite part. L'arrêt des sécrétions ovariennes, ça correspond à l'arrêt de la fertilité. C'est pas l'arrêt de la féminité. Ça, c'est une très bonne punch. Ouais, c'est parfait. Du coup, est-ce qu'on peut parler de cette étape plutôt comme une reconnexion à soi ? Plutôt quelque chose où on s'acclimate à un nouveau rythme, à ses besoins réels. Comment tu la qualifierais, cette nouvelle étape ? J'aime bien la mettre en parallèle avec la puberté. La puberté, c'est le moment où là, les ovaires vont se mettre à fonctionner et le corps féminin va être inondé par les hormones ovariennes, les œstrogènes, la progestérone. Et du coup, ça va entraîner un changement physiologique chez la jeune femme, qui va avoir une répartition des graisses différente, l'apparition des seins, etc., un corps plus féminin. Mais psychologiquement, ça va permettre à la jeune fille de quitter un petit peu le noyau familial pour s'autonomiser, pour vraiment construire son identité de femme. La ménopause, je dirais que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où il y a un arrêt des sécrétions ovariennes, et où elle va finalement toute son énergie qui était centrée de par ses hormones sur le foyer, sur les enfants, sur le bien-être familial du conjoint. Cette énergie, elle va se déplacer et elle va permettre à la femme de se recentrer sur une autre activité, sur d'autres besoins. Elle va pouvoir prendre en main, je dirais, enfin en tout cas se destiner à d'autres fonctions autres que la procréation. Ça lui permet comme ça d'avoir deux vies. Une vie à la fois centrée sur la procréation, si tant est qu'elle ait envie d'avoir un enfant. C'est pas non plus une obligation pour tout le monde. La femme n'est pas non plus systématiquement, n'a pas forcément envie d'avoir un enfant. Mais par contre, elle aura à la fois cette vie de procréation et une vie de créativité autre que la procréation, mais plus centrée sur elle. Je dirais que l'énergie, elle va se défocaliser du foyer vers elle-même et vers ses véritables aspirations. D'ailleurs, c'est pas neutre, parce que vous verrez que je parlais de cette période de préménopause qui dure à peu près une dizaine d'années, qui démarre vers la quarantaine, et c'est pas rare qu'aux alentours de la quarantaine, beaucoup de femmes choisissent de changer des choses dans leur vie, de reprendre des études, de déménager, d'apprendre à jouer d'un instrument. C'est toujours un moment où, progressivement, elles ne sont pas conscientes que la ménopause, elle est en train de se mettre en place dans le sens où ça leur permet d'être plus centrées sur leurs véritables aspirations. Elles ne peuvent pas s'autoriser à cela
pendant toute cette période où elles prennent soin de la famille. Il n'y a pas de temps pour ça. La charge mentale, elle est trop importante. Tu as expliqué un peu tout à l'heure l'aspect physiologique, comment ça fonctionnait dans le corps pour arriver justement à cette étape de ménopause. On a aussi, tu as parlé un petit peu du foie, tu as commencé à en parler. Est-ce que tu pourrais, de façon un peu plus détaillée, expliquer justement en quoi le foie est assez central dans tout ce déroulé? Oui, alors j'ai un peu ébauché l'étape de la préménopause. J'ai dit que dans cette étape-là, il y avait une première étape qui était la diminution de la progestérone et du coup qui entraînait une hyperostrogénie relative. Et dans une deuxième étape, il va y avoir également une baisse de ces œstrogènes. Donc qui peut entraîner d'autres symptômes ou pas, mais en tout cas, il peut y avoir d'autres symptômes. Quelles que soient ces différentes étapes, c'est vrai qu'on peut avoir des déséquilibres au niveau hormonaux et c'est le foie, en fait, qui est vraiment notre grande usine détoxifiante qui prend en charge toutes ces hormones et qui va pouvoir les éliminer. Et donc, par un processus de ce qu'on appelle de glucuronoconjugaison, elle va les conjuguer, elle peut ainsi les éliminer. Donc, il a un rôle extrêmement important. Pour ça que c'est important de pouvoir le soutenir. Alors, plutôt que de le soutenir en disant on va peut-être apporter des plantes, avant tout, il faut arrêter de l'agresser. Et il y a quand même des grands facteurs d'agression du foie. Le sucre, l'alcool, les produits chimiques. La cigarette, et puis évidemment tous les molécules chimiques de type les perturbateurs endocriniens. J'aimerais bien qu'on fasse un petit point là-dessus d'ailleurs, parce que j'ai un petit mot dessus. Il y a des choses un peu contradictoires dans notre façon de voir les choses. Oui, donc il y a énormément de toxiques du foie. Donc déjà, si on arrive avec une alimentation saine et en supprimant les grands toxiques du foie à le soulager, il pourra mieux faire son boulot. C'est pour ça aussi qu'il y a certaines femmes qui vont vous dire au moment de la ménopause où il y a ces grands bouleversements hormonaux, où le foie a beaucoup de travail, qui disent c'est marrant, moi je ne supporte plus l'alcool alors qu'avant je le supportais bien. Boire un petit verre de vin, j'y arrivais, mais en réalité ce qui se passe c'est que de toute façon on n'a pas la même capacité digestive à 20 ans qu'à 40 et à 40 qu'à 60. Les organes y vieillissent aussi. C'est pas péjoratif de dire que les organes vieillissent, c'est juste qu'il faut mettre en place une hygiène de vie qui leur permette de fonctionner le mieux possible. Mais c'est vrai aussi que quand ils ont plus de travail à faire, il faut d'autant plus le soutenir et éviter de l'agresser par des habitudes qui sont néfastes pour lui. Et est-ce que justement on pourrait peut-être mettre en parallèle certains symptômes, par exemple, je sais pas, les bouffées de chaleur ou des choses comme ça, avec ce qui se passe physiologiquement pour essayer de 2-3 symptômes, je sais pas, ceux qui viennent le plus souvent pour expliquer vraiment un peu de la cause à effet d'une certaine façon pour que ça soit plus parlant pour tout le monde? Oui et non. Très bien. Je prends la réponse. Oui, c'est vrai que traditionnellement, on parle beaucoup des bouffées de chaleur à la ménopause. Alors, il y a beaucoup de femmes qui présentent des bouffées de chaleur, mais il y a aussi des femmes qui n'en ont pas. Alors, ce qui est généralement établi, c'est que les bouffées de chaleur, elles sont liées à un déficit de progestérone qui va entraîner au niveau hypophysaire une augmentation d'une stimuline qu'on appelle la LH, et cette augmentation de LH, ça va être à l'origine de ces bouffées de chaleur. Sauf que toutes les femmes à la ménopause, elles ont une augmentation de la LH, et toutes les femmes à la ménopause n'ont pas des bouffées de chaleur. Donc, c'est là où... Par contre, je ne peux pas nier du tout le fait que c'est d'abord assez désagréable parce que cette espèce de montée assez désagréable, en plus quand on est en train de travailler ou quand on dort ou que ça peut vraiment déranger le sommeil. Mais on notera quand même que ces bouffées de chaleur, elles sont souvent en lien avec soit un repas qui a été pris peut-être avec trop d'excitants, thé, café, alcool, épices, ou au cours d'une période très stressante pour la femme, lors d'une réunion où elle est obligée de se lever, ou parce qu'il y a une grosse bouffée de stress. Donc, les bouffées de chaleur, oui, il y a un déséquilibre hormonal qui s'opère, mais c'est pas systématique.
Ou à minima, c'est multifactoriel. C'est plurifactoriel, voilà. Et la réponse aux bouffées de chaleur uniquement par un traitement qui viendrait masquer ce déficit hormonal, ça me paraît pas suffisant. Ça ne prend pas en compte tout l'aspect, tous les différents aspects qu'il faudra au contraire peut-être prendre en considération et arriver à une meilleure hygiène de vie, ou en tout cas à corriger peut-être les erreurs que l'on peut commettre pour pouvoir établir un vrai équilibre hormonal. Il y a un autre symptôme, si on peut parler comme ça, qui est quand même, lui, j'ai envie de dire, on ne peut pas passer à côté, c'est la prise de poids. Et ça s'explique physiologiquement. Et on doit adopter une hygiène de vie adaptée par rapport à ça si on veut éviter d'avoir une prise de poids importante. Alors, pas importante, mais en tout cas une prise de poids, point barre. Charline, contrairement à ce que tu viens de dire, toutes les femmes à la ménopause ne prennent pas de poids. Okay. Il y a même des femmes qui perdent du poids. Ok. Bon. Moi, j'en connais pas, mais... Ouais. Mais tu verras, même si tu discutes avec des gynécologues, elle te dira, il y a des femmes qui perdent du poids à la ménopause. Hein. Alors, comment on peut expliquer la prise de poids ? À la ménopause, il n'y a plus de sécrétion ovarienne, d'œstrogène et de progestérone. Il reste une petite sécrétion de testostérone. Parce que les femmes ne le savent pas, mais il y a une production de testostérone qui est faite par les ovaires et qui d'ailleurs ont un rôle important. Elle a un rôle important, la testostérone, puisqu'elle va avoir un rôle dans le désir, elle va avoir un rôle aussi dans le maintien de la masse musculaire. Et cette sécrétion ne disparaît pas à la ménopause. Il y a toujours une sécrétion de testostérone, certes moindre qu'avant la ménopause, mais qui est quand même permanente. Et il peut y avoir une petite sécrétion d'œstrogène via les surrénales, au niveau du tissu gras. Donc, chez certaines femmes, plutôt minces, le fait de prendre 2 ou 3 kilos à la ménopause, c'est pas incohérent, parce que ça peut être ce tissu gras qui permettra de maintenir une sécrétion résiduelle, faible, on va dire, pour aider à établir cet équilibre hormonal, entre guillemets. Et c'est plutôt basé sur le ventre ? Enfin, localisé sur le ventre, je veux dire. Oui, alors c'est vrai que c'est plutôt... en tout cas, c'est une sécrétion... Enfin, c'est via les graisses que les glandes surrénaliennes, en fait, produisent de la testostérone qui est transformée, entre autres, ou de la DHEA qui est transformée, entre autres, en œstrogène au niveau du tissu gras. Du reste, c'est aussi à ce niveau-là que... vont agir certains traitements, pas des traitements, mais chez les femmes qui présentent un cancer du sein, qui ont eu un cancer du sein hormonodépendant. À la fin des traitements, elles vont prendre un traitement anti-hormonal qui vise à supprimer cette sécrétion des œstrogènes dans le tissu gras, ce qu'on appelle un traitement anti-aromatase, pour que ces œstrogènes ne risquent pas de réactiver un cancer. Et du coup, ça veut dire que ces femmes-là, en plus de potentiellement, vont prendre plus de poids une fois qu'elles seront à la ménopause ? Quel type de femmes ? Les femmes qui ont eu un cancer et du coup qui ont eu ce type de traitement, ça les prédispose pas par rapport à ça. Non, pas du tout. Disons que les femmes qui ont déjà plus de matière grasse, entre guillemets, de tissu conjonctif, elles ont plus de capacité à transformer la DHEA en un œstrogène au niveau de leur masse grasse. Les femmes très minces ont moins cette capacité-là. Donc, je veux dire, c'est pas incohérent chez les femmes très minces, à la limite, de prendre 2 ou 3 kilos pour permettre cette étape, entre guillemets. Mais quand tu dis femmes très minces, c'est des femmes qui sont en dessous de l'IMC normal ? Enfin, même si je sais que l'IMC, ça veut rien dire. Ouais, non, mais en tout cas, des femmes qui n'ont pas, ce que j'appelle le tissu conjonctif, qui est la masse grasse, qui ont très peu de tissu conjonctif, c'est pas complètement incohérent de prendre un peu de poids, 2-3 kilos à la ménopause. Mais c'est pas systématique, mais il y a une espèce d'équilibre qui se fait. Donc non, toutes les femmes ne prennent pas du poids à la ménopause. Même si j'entends ce que tu dis, souvent, alors la ménopause, il y a plus de sécrétion ovarienne, donc il y a plus d'œstrogène et de progestérone. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un nouvel équilibre qui se met en place et toutes les autres hormones, en quelque sorte, vont se redistribuer pour venir pallier à ce déficit.
Et c'est pendant le temps où que cet équilibre va prendre pour pouvoir être mis en place qu'il peut y avoir un certain nombre de symptômes. Voilà. Mais c'est vrai que du fait qu'il y a moins de sécrétion ovarienne, il va y avoir une baisse du métabolisme. Et voilà, c'était là où je voulais en venir. S'il y a une baisse du métabolisme, eh bien, il peut y avoir un stockage. Le surplus ne s'élimine pas correctement, donc il y a un stockage qui se fait. Si on veut maintenir un métabolisme au même niveau, eh ben, il faut augmenter son activité physique. Alors moi, s'il y a une clé, s'il y a, je veux dire, une seule chose à faire au moment de la ménopause, si on devait choisir parmi tout ce qu'on peut nous proposer, c'est l'activité physique. C'est la clé d'une bonne santé et c'est la clé également pour entretenir le système musculaire, le système osseux, pour fabriquer des nouvelles connexions au niveau du cerveau, pour avoir une bonne circulation sanguine, pour oxygéner son cerveau, pour également augmenter son métabolisme, brûler ses sucres, éviter qu'ils ne viennent se stocker au niveau de la graisse viscérale justement et qu'ils ne viennent également encrasser le foie. Donc, je dirais que la panacée, c'est l'activité physique. Et ça tombe bien, parce que généralement, au moment de la ménopause, la femme aux alentours de 45-50 ans, c'est le moment où les enfants sont plus grands, où ils sont plus autonomes, ou alors ils sont jeunes adultes, ils ont déjà quitté la maison. Elle a donc plus de temps et qu'elle va pouvoir enfin se prendre en main, mettre en place une activité physique dans laquelle elle va éprouver aussi beaucoup de plaisir à pouvoir à nouveau activer son corps. Et je dirais qu'on a une offre pléthorique en termes d'activité physique. C'est incroyable tout ce qu'on peut nous proposer. Donc c'est très rare de ne pas trouver quelque chose qui nous plaise. Et c'est à mon avis un des éléments fondamentaux du bien-être de la femme au moment de la ménopause. Et en plus, c'est la première prévention pour l'ostéoporose dont on associe beaucoup les méfaits par rapport à la ménopause. Oui, alors ça aussi. C'est-à-dire qu'en gros, si on résume la ménopause telle qu'elle nous est présentée en France, donc on n'a plus de sécrétion ovarienne, on ne sert plus à grand-chose. On va avoir des rides, on va prendre du poids, on va avoir du brouillard mental et on va en plus avoir de l'ostéoporose. Donc dès qu'on tombe, on va se casser quelque chose. Alors non. C'est pas du tout ça. La ménopause, c'est juste un arrêt des sécrétions ovariennes avec un remaniement hormonal qui s'opère. C'est pas la fin de notre vie, et bien heureusement. Donc l'ostéoporose, à quoi elle est due ? Elle est due essentiellement à la sédentarité. Parce que l'os et le muscle, ils fonctionnent ensemble. Donc s'il n'y a pas d'activité musculaire, il n'y aura pas de renforcement osseux. Alors, oui, on va dire, mais au moment de la ménopause, il y a une accélération de ce remaniement osseux. Oui, mais ça dure 1 an, 2 ans. Cette accélération, c'est le temps, en fait, pour que le corps se rééquilibre. Il faut accepter que dans la vie d'une femme, il y a des grands bouleversements hormonaux, que ce soit la puberté, que ce soit la grossesse si la femme souhaite avoir un enfant, que ce soit la ménopause, et qu'à chaque fois qu'il y a ces grands bouleversements hormonaux, il s'établit un nouvel équilibre qui la rend plus forte. C'est pas un déclin. C'est à nouveau, à chaque fois qu'on s'adapte à une nouvelle situation, le corps en ressort plus fort, à la fois physiquement et psychologiquement. Donc effectivement, pendant les 2 ans que suivent la ménopause, il y a une accélération de ce, entre guillemets, remaniement osseux. Mais si on met en place une activité physique régulière, si on a la chance d'habiter dans une région ensoleillée, on va régulièrement à la lumière ou en tout cas en se supplémentant en vitamine D, et qu'on a une alimentation qui nous apporte des nutriments suffisants pour entretenir l'os, comme par exemple les protéines, les minéraux, on peut maintenir sa masse osseuse et sa masse musculaire, qui est le secret de la longévité. Qu'est-ce qu'on peut quand même répondre, excuse-moi, je me fais l'avocat du diable, mais qu'est-ce qu'on peut répondre à ces femmes qui, elles, vivent très très mal la ménopause ? Est-ce que leur seul remède, c'est d'avoir recours à un traitement chimique ou pas ? Et il y a autre chose, excuse-moi, mais j'avance le truc, que je voulais te poser comme question, c'est on dit que maintenant, les hormones sont naturelles. Donc la progestérone qu'on donne aux femmes aujourd'hui est naturelle. Est-ce qu'on peut aussi expliquer en quoi c'est pas naturel véritablement ? C'est vrai qu'aujourd'hui la seule réponse à la ménopause qui nous est proposée, c'est le traitement hormonal substitutif.
Alors, pendant de nombreuses années, on nous a expliqué que, ce traitement, il a pas toujours été très bien vécu, parce qu'il y avait quand même pas mal d'effets secondaires dans les années 90. Alors aujourd'hui, il est devenu extraordinaire, c'est-à-dire qu'on vous explique que c'est un traitement qui, en France, est beaucoup mieux dosé, c'est-à-dire beaucoup moins dosé déjà, donc il n'y a pas les effets secondaires du traitement des années 90, et que ce sont des hormones naturelles. Alors, entendons-nous bien, une hormone naturelle, c'est une hormone qui est synthétisée par le corps. Voilà. Donc, il n'y a pas d'hormones naturelles dans ces traitements. Ce sont des hormones qui sont issues de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Donc, quand on nous dit c'est un traitement qui est safe, qui est beaucoup moins dangereux et qu'il est fait d'hormones naturelles, c'est pas vrai. Maintenant, il faut savoir aussi que il y a des femmes qui ne souhaitent pas prendre ce type de traitement. Et heureusement, et pourquoi pas, parce qu'il n'y a pas d'obligation, et il y a des femmes qui souhaitent prendre ce type de traitement. Mais beaucoup de femmes ne se sentent pas capables de pouvoir choisir. Non, je dirais que la ménopause, c'est un bouleversement. C'est un bouleversement qui nous remet en question, à la fois sur un plan physique, sur un plan psychique. Et c'est ça l'évolution, c'est ça l'adaptation. Il faut l'affronter. Il faut l'affronter parce que c'est ce qui nous permet de sortir grandi de cette étape-là. Et beaucoup de femmes ne se sentent pas capables d'affronter ce grand bouleversement. Elles pensent qu'elles n'en ont pas la capacité physique, entre guillemets. Parce que c'est un petit peu ce qu'on nous a vendu pendant des années et des années. C'est-à-dire qu'on vous explique que la ménopause, c'est une maladie. Ah non, c'est pas une maladie, c'est une étape physiologique. C'est une transition naturelle. Et que comme c'est une maladie, il faut la traiter. Et j'entends trop souvent des médecins dire aux femmes « Attendez, c'est une maladie, vous ne pouvez pas rester comme ça, je vais vous aider parce que ce que vous vivez, c'est terrible. » Alors, je nie pas du tout les symptômes de la ménopause, mais ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la cause de ces symptômes et comment on peut agir sur ces symptômes. Et si effectivement, c'est trop difficile, c'est trop compliqué et on n'y arrive pas par des méthodes naturelles, effectivement, à ce moment-là, ces femmes peuvent être accompagnées par un traitement allopathique. Mais pourquoi systématiquement mettre en avant un traitement allopathique, ce qui viendrait dire que la femme n'a pas la capacité de pouvoir rétablir elle-même son équilibre hormonal. Elle n'est pas capable. Ça rejoint ce que tu disais sur l'infantilisation tout à l'heure en début de... Il y a aussi un autre sujet, je pense, c'est que dans notre société, à peine on a mal quelque part qu'on prend un Doliprane, quoi. Tu vois, on supporte plus la douleur, on supporte plus les changements. Et moi, quand les gens ils sont chez moi et qu'ils me disent t'aurais pas un Doliprane et que je dis ah non, j'ai jamais de Doliprane chez moi, les gens ils me regardent en mode quoi ? T'as pas de Doliprane chez toi ? Mais tu fais comment ? Très bien. Surtout que le Doliprane, c'est un petit peu, c'est un couteau suisse. Disons que ça marche pour tout. Ça marche pour la migraine, ça marche parce que vous avez mal aux pieds, vous avez mal aux dents. Le Doliprane, ça marche pour tout, c'est formidable. Ouais, on s'en sort très bien sans. Oui, aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on supporte surtout de moins en moins la douleur, le changement. On a de moins en moins de résilience, j'ai l'impression. Vis-à-vis des changements physiologiques. Je pense qu'on ne nous permet pas de l'avoir surtout. C'est pas tant qu'on l'a pas, c'est que la société est tellement rapide, selon mon avis, ça va tellement vite qu'on ne peut pas s'autoriser à prendre ce temps de reconstruction, quelle que soit la difficulté, le passage, la transition. Je pense qu'aussi on n'a pas l'information. Aussi, bien sûr. C'est-à-dire que dès le départ, tu as mal à la tête, tu prends un Doliprane. On n'a pas l'information et du coup, on perd la capacité à... en tout cas, on n'a pas D'abord, on est dans une société de consommation, donc tout est fait pour qu'on puisse consommer. Donc c'est vrai que si vous avez mal à la tête et qu'on vous dit va te reposer dans ta chambre pendant quelque temps dans le noir et ça va aller mieux, on consomme rien. Donc ça peut être gênant. Donc on est d'abord dans une société de consommation. Ensuite, il y a la notion de temps. On veut être guéri tout de suite. On ne peut pas prendre ce temps. Peut-être que justement quand on a mal à la tête, c'est un moment où on a peut-être trop de pression et qu'il faut lâcher un peu cette pression, qu'il faut prendre ce temps pour soi pour pouvoir rétablir donc un équilibre. Et c'est pareil pour la ménopause. C'est un temps pour soi où on va remettre en perspective tout un tas de choses, où effectivement, c'est ce que je disais, l'énergie qui était vraiment dirigée au niveau du foyer, elle va être recentrée sur la femme, elle va pouvoir prendre ce temps pour savoir ce à quoi elle aspire véritablement. Et ça prend un peu de temps, ça.
C'est pas évident parce que si on rapproche du monde professionnel, quand on est une femme et qu'on a entre 40 et 50 ans, on est un peu au pic de notre carrière. Et c'est pas là où on nous, comme tu disais, Mélanie, c'est pas là où on nous autorise à avoir le temps de se reposer si on va pas bien, quoi. Enfin, au contraire, c'est là où on doit redoubler d'efforts. Et en plus, on sait que passer 50 ans, c'est de plus en plus dur. En général, on se fait dégager au profit de collaborateurs plus jeunes. Hein. J'ai pas honte de le dire, c'est vrai ce qui se passe. Donc, on a cette pression supplémentaire vis-à-vis de la performance, qui certes est un mot auquel on n'adhère pas. Hein. Tu l'as compris, ici, justement, on promeut une performance différente, plus écologique, plus biologique. Mais du coup, comment on fait face à cette situation? On ne peut pas changer notre vie du jour au lendemain. On a des prêts, on a des enfants, on a toutes sortes de charges, on a toutes sortes d'ambitions aussi. Comment est-ce qu'on arrive à trouver le juste milieu, finalement? À trouver le juste milieu, c'est en écoutant son corps. C'est en écoutant les signes qu'il nous envoie. Parce que c'est vrai ce que tu dis, la femme, elle est un peu dans un tunnel, avec une charge mentale énorme, le soin apporté aux enfants, la carrière, le mari, les parents s'ils sont encore là. Donc la charge mentale, elle est énorme. Et c'est pas rare, aux alentours de 40-50 ans, où elles arrivent au bout de leur possibilités, au bout de leur réserve énergétique, et elles font ce qu'on appelle un burn-out. Et on nous explique que, c'est en lien avec leur activité professionnelle. En fait, c'est un tout. C'est un tout, et c'est aussi le fait que la femme, elle n'est pas informée de sa santé, de l'écoute de son corps, et qu'au final, elle va trop loin. Et pourtant, il y a tout un tas de signaux qui probablement ont été envoyés depuis quelque temps, jusqu'à ce qu'on arrive finalement à une extrémité. Je pense que ce serait important, et ça pour la petite fille, dès le départ, qu'on l'informe sur son fonctionnement en tant que femme, son cycle. Alors je vais loin même en fait, parce que c'est son fonctionnement, aussi bien qu'il y ait une éducation, qu'il y ait une information qui lui soit donnée. Et je pense que cette information, elle devrait être transmise par les mères en réalité. Elle devrait être transmise par les femmes de la famille. Je pense que la féminité, elle se transmet par les lignées de femmes. Et une fois qu'elle est informée sur sa sexualité, son cycle, les différentes étapes de sa vie que peuvent représenter la maternité, que peuvent représenter évidemment la ménopause, elle aborderait ça avec beaucoup moins de stress, beaucoup moins de peur, et qu'elle serait capable de gérer ces différentes étapes. Donc il y a vraiment un manque d'éducation très important, même si je ne sais pas trop ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles. J'ai vaguement entendu dire qu'il y avait des cours d'éducation sexuelle, mais enfin, de toute façon, ça n'a jamais été le lieu, je pense, pour pouvoir informer correctement les femmes. Ça reste une explication, je pense, assez basique. C'est très important que les femmes soient informées. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas recevoir de leur mère une information que leurs mères n'ont pas eue. Donc au final, on est dans un cercle vicieux où elles ont peu d'informations, une pression sociale à être performante, à être toujours prête à pouvoir s'occuper des enfants, assister à une réunion, donner un dîner, enfin bon, on leur en demande, organiser les vacances. Il faut que tout ça soit fait. Les repas de Noël et puis. Oui, c'est ça. Elle est prise vraiment dans une espèce de cercle vicieux, qui fait que et tout ça par un manque d'information. Moi, je crois que je dirais que, pour revenir sur le thème de la ménopause, elle devrait se préparer dès la puberté. Il faudrait qu'il y ait une éducation à qu'est-ce que le cycle, qu'est-ce qui se passe, comment l'entretenir, parce que les femmes qui vivent le mieux leur ménopause, ce sont des femmes qui ont pu qui ont eu cette information et qui ont pu avoir une hygiène de vie équilibrée comme ça, leur système hormonal, qui fait que les déséquilibres qui arrivent à ce moment-là, ils sont entre guillemets lissés, atténués. Et donc l'équilibre se fait de façon beaucoup plus harmonieuse.
Et justement, par rapport à ce manque d'information, manque d'éducation, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est toute cette période de périménopause qui peut durer qui peut en tout cas démarrer 10 ans avant la date de ménopause officielle, entre guillemets. Et en fait, souvent, alors déjà, on a eu toute notre adolescence pour la plupart, et en tant que jeune femme, on a été sous contraceptif hormonal. Après, quand on commence à avoir un petit peu parfois un peu de stress, un peu des sautes d'humeur, des choses comme ça, on nous dit c'est peut-être un burn-out ou c'est peut-être une dépression, donc on va donner aussi des médicaments ou des autres contraceptifs pour lier ça, alors que peut-être l'explication la plus simple et la plus évidente et la plus réelle surtout, c'est que justement il y a cette transition qui est en train de commencer à se faire et qu'il faut donc l'accompagner jusqu'à la ménopause. Est-ce qu'on pourrait en parler pour peut-être avertir nos auditeurs, mais surtout nos auditrices, que en fait, c'est peut-être juste tout à fait normal et qu'il faut qu'elles se reconnectent à elles et qu'elles aient conscience, en fait, que c'est juste le début de la transition, qui peut être un peu long, mais... Oui, bien sûr, mais surtout qu'on peut agir aussi, que ces symptômes ne sont pas non plus inéluctables, qu'il y a des moyens d'accompagner ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui sont en accord avec ça. Moi, je reçois beaucoup de femmes qui n'ont pas envie de prendre un traitement hormonal, qui ont peut-être été pendant des années, comme tu le disais, sous contraception hormonale, enfin chimique, et qui disent, parce que, si vous voulez, la jeune fille, elle commence, au moment de la puberté, donc, elle commence sa vie génitale, ses cycles menstruels, et donc elle est potentiellement sa vie sexuelle également. Et là, la première chose qu'on lui dit, c'est il y a un risque de tomber enceinte, donc on va te donner un traitement, une pilule contraceptive, de façon à écarter ce risque. Et attention, je ne suis pas en train de dire que ce risque n'existe pas, évidemment. Simplement, moi, je trouve qu'avant même de lui donner une contraception, ce serait peut-être de lui expliquer ce qui se passe. Et surtout, comment elle va fonctionner, cette pilule. Parce qu'on ne lui dit pas quels sont les effets éventuellement secondaires et comment elle fonctionne. On ne lui dit pas qu'en fait, la pilule contraceptive, ça va mettre au repos ses ovaires. Potentiellement, d'ailleurs, chez certaines jeunes femmes, ça va diminuer leur libido. Enfin, c'est pas neutre comme traitement. C'est pas, la jeune fille, elle n'est pas malade, elle n'a aucune pathologie, mais tous les jours, elle va prendre un comprimé qui va bloquer ses ovaires. Entendons-nous bien, je préfère qu'elle prenne la pilule que passer par un avortement, qui est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais il y a aussi d'autres modes de contraception. Et puis, il y a aussi des jeunes femmes qui n'ont pas de relation sexuelle. Donc, c'est peut-être possible aussi que dans ces moments-là, elles ne prennent pas la pilule. Il y a beaucoup de choses qui devraient être... mais pour certaines femmes, c'est un passage obligé. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. On la prend et puis voilà. Et puis, on va la prendre pendant tout le temps où il y a un risque de tomber enceinte. Et puis, une fois qu'on est ménopausé, qui est quand même une libération, c'est-à-dire qu'on est vraiment libéré de cette fonction procréatrice, on n'a plus besoin de prendre un traitement parce qu'on ne risque plus de tomber enceinte. Là, on nous explique que ça ne va pas du tout, que en fait, les ovaires ne produisent plus d'hormones, donc il va falloir qu'on en donne. Donc en fait, on en prend pour ne pas tomber enceinte, et une fois qu'on n'a plus de risque de tomber enceinte, on en prend pour faire comme si on était encore Je trouve que c'est un peu schizophrénique. Donc, toutes ces informations contradictoires, elles n'aident pas la femme à se reconnecter à son corps. Tout à fait. Et après aussi de prendre finalement des choix éclairés. Après, chacune fait ce qu'elle veut, mais au moins avec les informations. Mais une fois qu'elle a des informations, si elle choisit de prendre la pilule, c'est son choix. Et elle mettra en place l'hygiène de vie qui va avec ça, à savoir, elle ne fume pas. Elle ne boit pas, elle fait en sorte d'avoir une activité physique régulière, elle entretient son foie, enfin voilà. Donc c'est pas un problème de prendre une pilule contraceptive, c'est juste qu'il faut adapter son hygiène de vie en fonction de ça. Mais encore faut-il l'informer. Et l'informer aussi des autres modes de contraception qui existent, ça me paraît légitime. Et après, elle fait son choix. Elle est capable, je pense qu'on est suffisamment connecté pour pouvoir effectivement faire un choix éclairé. Moi, ce qui m'avait quand même vachement interpellée en cours, justement, c'est que finalement, la fenêtre pendant laquelle on est véritablement fertile, c'est-à-dire le moment où on peut vraiment avoir un bébé, c'est quoi ? C'est 5 jours, quoi. Donc finalement, on prend un traitement tout le temps pour 5 jours où on a un risque, alors que le reste du temps, on n'a pas un risque. Et moi, vraiment, j'ai été... Enfin, c'est quand même fou parce que j'ai appris ça quand même super tard, du coup. Mais je savais pas.
Et je pense je pense que 90%, alors non, parce qu'il y a des médecins et tout, donc non, eux, ils savent. Non, 90%, tu peux mettre... Ah ouais, 90% des gens, des femmes en tout cas, comment ça fonctionne. Y compris les hommes d'ailleurs. Les hommes. Parce que ça serait bien que les hommes sachent aussi. Ce serait important aussi de les associer, parce que généralement, si on prend la pilule, c'est pas pour être toute seule. Mais d'où la méthode qui est intéressante de la symptothermie, pareil, que je ne connaissais absolument pas. Et qui est en fait une véritable méthode, alors qui demande un effort, qui demande mais dans laquelle on peut être accompagné, etc. Mais honnêtement, moi c'est à 37 ans que j'ai appris que la symptothermie ça existait. C'est quand même assez hallucinant, c'est-à-dire que les médecins, nos gynécologues ne nous parlent pas, ils nous disent c'est la pilule ou le préservatif. En gros, on a le choix entre les deux, mais on ne sait pas qu'il y a plein d'autres possibilités. Alors oui, c'est vrai, c'est toutes ces techniques-là. Alors, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui commencent à savoir qu'il y a d'autres alternatives. Après, il ne faut pas oublier que ce soit la pilule ou que ce soit des méthodes le stérilet ou que ce soit la méthode de contraception naturelle comme la symptothermie, qui est basée effectivement sur un certain nombre d'indices qu'il va falloir mesurer. Ce sont des méthodes qui n'empêchent pas éventuellement des maladies sexuellement transmissibles ou autres. Donc je crois que le choix de la méthode contraceptive, d'abord, c'est là où je dis que l'éducation de la jeune fille est extrêmement importante, suffisamment tôt, de qu'est-ce que la sexualité, qu'est-ce que le rapport, quels sont les bienfaits surtout, le plaisir que cela peut engendrer, avant de parler des désagréments que cela peut générer. Parce que finalement, les femmes, comme elles n'ont pas beaucoup d'informations, la sexualité, elle est faite aujourd'hui de tabous. Il y a encore beaucoup de contraintes, beaucoup de non-dits, et elles n'arrivent pas finalement à avoir, à vivre leur sexualité de façon épanouissante ou de façon... Et c'est important qu'elles aient cette information-là. Et la contraception, elle en fait partie. Et une contraception naturelle, ça sous-entend de connaître son partenaire, ça sous-entend d'avoir mesuré les risques éventuellement de pas qu'on ne transmette pas des maladies. Ça sous-entend effectivement d'être pleinement consciente de soi et de respecter le rythme du corps. Parce que c'est bien ça dont il s'agit, c'est de respecter le rythme du corps et de respecter, on va dire, les 5 jours ou la semaine, pour être un peu large, au cours duquel il n'y aura pas de rapport, ou s'il y a des rapports, ils seront protégés avec un préservatif pour éviter de tomber enceinte. Comment est-ce que le stress, il influence le système hormonal et la manière dont la ménopause est vécue ? Est-ce qu'on peut aller un peu plus en détail dans ce fonctionnement physiologique, biologique ? Alors déjà, le stress, il influence le système hormonal dans toutes ses dimensions, pas uniquement au niveau des hormones ovariennes. Et c'est un gros élément perturbateur des fonctions hormonales, aussi bien au niveau thyroïdien qu'au niveau surrénalien, qu'au niveau ovarien. Alors, plus précisément, quand il y a beaucoup de stress, il faut savoir qu'un des précurseurs des hormones du stress, c'est la progestérone. Donc la progestérone, elle va être détournée pour pouvoir alimenter ces hormones du stress, fabriquer ces hormones du stress. Donc on va avoir un déficit de progestérone avec du coup ce déséquilibre œstrogène-progestérone à l'origine d'un certain nombre de désagréments. Donc c'est une des raisons qui peut entraîner des désagréments au niveau de la ménopause, entre autres. Et de la périménopause du coup. Et de la périménopause. Et est-ce qu'on pourrait faire un petit point rapide aussi sur le sommeil ? On essaye d'en parler quasiment à tous les épisodes, mais c'est pour que ça rentre bien. Ouais, c'est un vrai souci. C'est un vrai souci parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont d'ailleurs pas avoir forcément beaucoup de symptômes au niveau de la ménopause, mais qui peuvent voir leur sommeil perturbé. Alors, c'est vrai que il y a aussi, là encore, on parlait de l'importance d'avoir une bonne hygiène de vie et de pouvoir se reconnecter aussi régulièrement aux éléments vitalogènes, de pouvoir être suffisamment à l'extérieur. C'est important que
le corps soit régulièrement soumis à l'air, à la lumière, parce que c'est aussi comme ça qu'il se régule. Les hormones du sommeil, elles dépendent du temps passé à l'extérieur. Hein. Donc, quand je veux dire, c'est assez courant. Je prends une ville comme Paris, hein, on quitte son appartement, on prend le métro, on arrive à son bureau, et puis on va dans une cantine ou dans un restaurant, et puis on rentre chez soi par le métro, et on n'a pas vu l'air, la lumière de la journée. Et en fait, on est en permanence soumis à des lumières qui vont perturber, en fait, entre autres, ce cycle du sommeil, hein, cette régulation qui est faite par la glande pinéale. Donc, c'est peut-être aussi réinformer la glande pinéale par, là encore, un rythme de vie plus adapté, plus physiologique, avec peut-être supprimer une partie du métro par de la marche, entre midi et deux, plutôt que d'aller à la cantine, peut-être faire une demi-heure de marche quand on en a la possibilité. Je crois que c'est là aussi important, avoir une activité physique suffisante également pour permettre une fatigue saine qui permette un sommeil de meilleure qualité. Donc, c'est aussi beaucoup d'éléments à mettre en place pour permettre donc de rétablir un sommeil de qualité. Aujourd'hui, en plus, on est extrêmement gêné par les écrans. Donc, on travaille toute la journée sur écran. Beaucoup de femmes sont sur leur téléphone le soir. C'est une façon pour elles aussi de déconnecter. Sauf que, malheureusement, ces écrans, c'est extrêmement perturbateur au niveau du sommeil. Ouais, il y a pas mal de choses à revoir à ce niveau-là. Justement, tu parlais de ce qui était perturbateur. Ouais. Peut-être que ça pourrait être l'occasion de faire le petit point dont que tu voulais aborder tout à l'heure sur les perturbateurs endocriniens. Oui, parce que je trouve on a, et à juste titre, hein, on est très alerté par les perturbateurs endocriniens. Alors, qu'est-ce que c'est un perturbateur endocrinien ? C'est une molécule chimique qui vient perturber le fonctionnement hormonal. Donc, faut pas oublier que parmi les perturbateurs endocriniens, on a beaucoup de xénohormones, de xénoœstrogènes. Quand on prend un œstrogène de synthèse, c'est rien d'autre qu'un perturbateur endocrinien. Ça vient modifier notre système hormonal. Et particulièrement, je dirais, à la ménopause, quand la seule possibilité qui nous est proposée, c'est un traitement hormonal substitutif, ça va modifier, ça va empêcher nos autres hormones de pouvoir mettre en place un nouvel équilibre. Chaque fois qu'on apporte une hormone, on va modifier, une hormone de synthèse, hein, j'entends, je ne parle pas des hormones qui sont synthétisées par le corps, hein, mais quand on apporte une hormone de synthèse, on va forcément modifier un fonctionnement hormonal beaucoup plus global. C'est pas j'apporte juste des hormones de synthèse et puis c'est toutes les autres hormones, parce que le système hormonal, c'est un système. D'abord, il y a des milliers d'hormones qui sont fabriquées en quantité très faible et qui détiennent d'ailleurs une énergie, qui ont un fonctionnement très subtil. Et chaque fois qu'on vient dérégler ce fonctionnement, ça va avoir des répercussions beaucoup plus globales. Donc, c'est pour ça que je trouve un peu, je dirais, contradictoire de nous parler des perturbateurs endocriniens et de nous proposer des perturbateurs endocriniens comme solution. Alors, je sais que ça peut choquer énormément quand je parle de perturbateurs endocriniens, mais je ne vois pas d'autres mots pour pouvoir parler de ces traitements hormonaux qui viendraient compenser. Alors, je parle bien de traitements hormonaux à la ménopause, ce fameux traitement hormonal substitutif, qui semble être la seule solution possible, alors que non. C'est prévu physiologiquement qu'il y ait un nouvel équilibre hormonal qui se mette en place. Et lorsqu'on prend ce traitement, ça empêche ce nouvel équilibre de se mettre en place. Et ça maintient la femme dans un état un peu de procréation, ça l'empêche de faire cette transition vers autre chose. Je trouve ça dommage. Parce que les hormones, c'est pas seulement un fonctionnement physique et physiologique, c'est également un fonctionnement psychologique. Les hormones, elles sont très liées à nos émotions. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on dira
elle est irritable parce que elle a ses règles, ou alors, bon. Et si on voit par exemple au niveau si je prends une glande comme la thyroïde, on voit bien que quand on est en hyperthyroïdie, tout est exacerbé, avec beaucoup de nervosité, d'irritabilité. Quand on est en hypothyroïdie, au contraire, là, ça va avoir des répercussions avec des idées noires, des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire, de la tristesse. Donc, on voit bien que chacune des hormones a aussi son importance sur le plan émotionnel. Donc, c'est pas neutre de venir modifier cet équilibre. C'est ça. Moi, ce que j'adore avec toi, Marie, quand même, et ce que j'adorais quand on t'avait en cours d'ailleurs, c'est que tu mets le point sur du bon sens. Et quand tu fais les rapprochements, on se dit, oui, c'est clair. C'est juste du bon sens, quoi. Non, mais c'est vrai. Enfin, et juste, on n'arrive pas à le faire par soi-même parce qu'on n'a pas le recul. On n'a pas le temps de réfléchir. On n'a pas toutes les connaissances non plus, c'est clair. Mais ouais, c'est hyper percutant et merci pour ça. Alors, c'est un beau compliment parce que je pense qu'effectivement, la naturopathie, c'est du bon sens. Absolument. Encore faut-il avoir les connaissances de base. Et tout le monde n'a pas tes connaissances. Mais c'est pour ça qu'on essaie de participer. Est-ce que on peut parler de comment accompagner justement ces métamorphoses? On a parlé beaucoup des facteurs aggravants, de ce qui se passait, des symptômes, etc. Comment maintenant on peut accompagner d'un point de vue naturopathique le terrain d'une personne d'abord en périménopause et après on verra la ménopause. Quand toi tu reçois des clientes qui viennent et qui ont des signaux qui montrent qu'elles sont peut-être en périménopause, quels sont les grands principes alimentaires que tu vas leur conseiller, quelle plante maîtresse est-ce qui joue justement sur une hyper-oestrogénie relative, aider, je sais pas, la progestérone, etc. Est-ce qu'on peut parler de ça? Oui, bien sûr. Alors déjà, quand je vois arriver des femmes et qui me disent, avec souvent un peu désespérées, là vraiment ça va pas du tout, je pense que je suis proche de la ménopause. On sent beaucoup de peur, beaucoup de stress, comme si cette période-là, ça allait être très compliqué. Alors moi, j'aime beaucoup ces consultations, parce que au contraire, je trouve que c'est une belle période. C'est une période où justement, il y a tout un tas de symptômes qui peuvent éventuellement apparaître et sur lesquels on va pouvoir agir par son hygiène de vie et se rendre compte qu'en réalité, on a une action sur sa santé et que, oui, ça va être peut-être un moment où on va enfin peut-être prendre un peu soin de soi et on va retrouver une énergie nouvelle. Énergie qu'on a perdue parce que, on était vraiment, je dirais, un peu la tête dans le guidon. Donc, effectivement, si je prends la première période de la préménopause, qui est cette diminution de la progestérone, il y a des plantes qui ont un effet un peu mimétique au niveau de la progestérone et qui permettent de rétablir cet équilibre, comme l'aquilée millefeuille, comme l'alchimie, par exemple. L'huile d'onagre est intéressante, le yam. Donc, on peut proposer un certain nombre de plantes qui permettent comme ça, et parallèlement, pour éviter l'excès d'hyperoestrogénie, proposer dans son hygiène de vie de supprimer les sources d'œstrogènes exogènes, en filtrant son eau, en consommant des produits si possible naturels, c'est-à-dire sans pesticides, et en proposant aussi des modes de cuisson sains, parce qu'il y a beaucoup de modes de cuisson qui sont agressifs, qui produisent des molécules toxiques supplémentaires, en soutenant son foie pour qu'il fasse mieux son boulot et qu'il puisse comme ça évacuer les œstrogènes et qu'on n'ait pas comme ça ce pool d'œstrogènes qui soit augmenté artificiellement parce qu'on en absorbe à côté et parce que le foie n'est pas capable de les libérer. Donc on a comme ça cette action à la fois au moment où il y a cette première étape de diminution de la progestérone. On a également dans cette étape-là, après une étape aussi, toujours au cours de la préménopause, juste après, comme la progestérone diminue, on a un peu un déséquilibre au niveau des œstrogènes et on peut avoir des pics d'hyperoestrogénie. Et ça, c'est lié, je dirais, à l'hypophyse. Parce que l'hypophyse, c'est un petit peu, on l'appelle le chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il a des actions sur les ovaires pour sécréter œstrogène, progestérone. Et quand on n'a pas suffisamment de progestérone, il va y avoir une augmentation des stimulines de l'hypophyse qu'on appelle la LH, et puis des montées de FSH ou des montées d'œstrogène. Et du coup,
ce déséquilibre au niveau de l'hypophyse, on peut le réguler par une plante qui s'appelle le gâtillier, qui est une plante qui est vraiment chouette, mais qui est une plante qu'il faut utiliser, je dirais, de façon intelligente dans le sens où, quand elle est peu dosée, elle a une action régulatrice. Quand elle est trop dosée, pour le coup, elle peut avoir un effet d'hypersécrétion. Donc, bien dosée, elle permet de rétablir un équilibre au niveau de l'hypophyse et de mieux supporter ce dérèglement hypophysaire à l'origine donc des symptômes éventuellement du déséquilibre oestrogène-progestérone. Puis ensuite, on a la période où on a une diminution des œstrogènes, avec là des règles qui peuvent être toujours une tension dans les seins, de l'irritabilité, ça peut être aussi de la prise de poids, ça peut être tous les symptômes d'une hyperœstrogénie. Et là, on a des plantes aussi qui peuvent aider des symptômes d'une hypoœstrogénie, puisqu'on a vraiment une diminution de ces œstrogènes. Et on a des plantes qui peuvent agir à ce moment-là, parce que ça pourrait se traduire, alors c'est pas le cas chez toutes les femmes, mais ça peut se traduire aussi par de la sécheresse vaginale. Alors ça, c'est assez désagréable, parce que déjà que cette période-là est compliquée pour la femme. Alors si en plus les rapports sont douloureux, donc on a l'huile d'Onab, par exemple, qui prise en interne et en externe permet de nourrir les muqueuses, ou l'huile d'argousier. On peut avoir aussi des gels hydratants qui permettent aussi d'entretenir cette zone-là. On peut avoir aussi un apport alimentaire suffisant en protéines. Éventuellement, ça peut être l'occasion de prendre des petits suppléments de collagène pour soutenir encore ce tissu et maintenir aussi une hydratation avec une association de collagène ou d'acide hyaluronique. Il y a quelques compléments bien ciblés à cette période-là qui permettent de prévenir, voire de traiter du coup des symptômes un peu désagréables de cette diminution des œstrogènes. Et puis toujours un travail, bien entendu, au niveau du foie, toujours une alimentation adaptée, parce que effectivement, il y a une diminution du métabolisme, donc il faut une alimentation qui soit, je dirais, de réduire ses rations alimentaires. Si on mange exactement la même chose, on va plus stocker. Donc, c'est plutôt réduire, mais de toute façon, on n'a pas la même capacité digestive. Notre capacité digestive, elle diminue au fur et à mesure du vieillissement. D'ailleurs, je dis souvent que la frugalité, c'est le secret de la longévité. Et les gens qui vivent vieux, les centenaires, ce sont pas des gens qui font des repas excessifs. Ce sont des gens qui généralement ont une alimentation assez saine et assez simple. Et si on prend les centenaires dans les zones bleues, on voit que leur longévité, elle est liée à une alimentation qui est liée à leur environnement saine, à une activité physique régulière, à un contact avec la nature et à des relations sociales. Je dirais que tous ces éléments-là, finalement, c'est des éléments qui permettent de vieillir en bonne santé et qu'il faudrait simplement reproduire. Donc oui, adapter son alimentation avec des modes de cuisson sains et surtout un apport d'acides gras polyinsaturés qui va à la fois avoir un effet anti-inflammatoire et nourrir le système nerveux. Donc il y a des huiles qui sont tout à fait adaptées pour permettre d'équilibrer comme ça dans son alimentation, d'apporter des nutriments essentiels. C'est surtout que moi, ça me fait penser, souvent on en parle, il y a même des campagnes pour le coup publicitaires sur ce genre de sujet, mais par exemple à chaque changement de saison, on nous dit il faut anticiper, il faut prendre, je sais pas, des vitamines, je raconte n'importe quoi, mais voilà. Et en fait, ça ne pose pas de problème de le dire comme ça sur du quotidien, parce que justement, il y a l'aspect de société de consommation, on sait qu'on va pouvoir aller à sa pharmacie, acheter nos compléments alimentaires, etc. Mais là, en fait, c'est juste sur le plus long terme, forcément, parce que c'est sur toute une vie, mais c'est la même chose, c'est les différentes saisons de notre vie qui font qu'il faut qu'on les anticipe, il faut qu'on les prépare et qu'on adapte notre corps en fonction de cette transition-là, en fait. C'est pas... Oui, je crois qu'il faut écouter déjà ce qu'il a à dire, écouter les différents symptômes, essayer de voir à quoi ça correspond et comment on peut y remédier par une hygiène de vie.
Et ensuite, si c'est nécessaire, on peut pendant un temps, effectivement, supplémenter par des compléments qui peuvent être bien ciblés, de façon à aider à rétablir cet équilibre-là. Mais je dirais que les femmes vivent longtemps et en bonne santé, sans pour autant être supplémentées systématiquement. Tout à fait. Donc, par contre, je dirais que s'il y avait 3 points essentiels, il y a l'activité physique. Ça, c'est indispensable. Il y a une alimentation adaptée et il y a la prise de vitamine D qui me paraît également très importante. Et la gestion du stress aussi. La gestion du stress, bien entendu. Et quand tu parles d'activité sportive, on parle de quoi exactement? Parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui, comme elles ont plus de temps, vont commencer à se mettre au triathlon, alors qu'elles n'ont jamais fait de sport avant. J'ai une cliente récemment alors j'ai vraiment tout essayé pour qu'elle fasse du sport. Elle a tout essayé et elle me dit non, il n'y a rien qui me plaît. Mais vraiment, il n'y a rien qui me plaît. Franchement, au bout d'un moment, on se dit bon, tu vois, voilà. Et elle me dit, je la revois et elle me dit la semaine dernière, j'ai fait un semi-marathon. Et je lui dis quoi? Alors là, c'est une blague. Elle me dit oui, je suis arrivée dernière, mais c'est pas grave et tout. Je lui dis alors là, va falloir qu'on s'attarde sur le sujet. Donc, c'est quoi le bon ratio entre guillemets, même si tout le monde est différent. Mais là où je voudrais mettre l'emphase, en fait, c'est surtout sur c'est quoi faire du sport pour les gens, parce qu'il y en a pour certains, c'est marcher 10 000 pas. Ça suffit par jour, c'est faire du sport. Et il y en a, c'est faire un triathlon. Donc, quel est un peu le juste milieu? Effectivement, on est vraiment dans 2 extrêmes. Encore que pas vraiment dans 2 extrêmes, parce qu'il y en a qui ne les font pas, les 10 000 pas. Oui. Alors, c'est vrai que marcher, pour moi, c'est la base, mais ce n'est pas du sport. Voilà. Donc, mais par contre, effectivement, marcher tous les jours, c'est indispensable. Et si possible, si on y arrive, dans un environnement qui soit vital, parc, jardin, forêt. Alors, on habite Paris, mais il y a des parcs, il y a des jardins. On peut aussi marcher pour aller à son bureau. Peut-être qu'il y aura 3 stations de moins de métro, mais en tout cas, même si c'est pas dans un parc, on est dehors et on capte quand même de la lumière et de la vitalité. Mais ça, c'est pas du sport. L'activité physique, je dirais qu'il devrait y avoir 3 éléments essentiels. D'abord, maintenir souplesse et élasticité. Parce que plus on vieillit, plus le corps se rétracte. C'est comme ça. Il s'assèche, il se rétracte. Et puis, du fait de la gravité, on a tendance à se voûter. Donc, maintenir souplesse et élasticité avec du stretching, par exemple, du yoga. Et il y a plein de formes de yoga qui existent. On peut tous trouver quelque chose qui nous convienne, ou si ça ne nous convient pas, le stretching, il y a aussi vraiment beaucoup de salles qui proposent du stretching, et c'est extraordinaire, parce que non seulement ça maintient la souplesse et l'élasticité, mais ça redonne de la mobilité, mais ça renforce aussi le corps. C'est pas uniquement souplesse et élasticité. Il faut arrêter de penser que pour pouvoir renforcer le corps, il faut passer par des abdos, des pompes, etc. Parce que ça, là, on est déjà rentré dans la performance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est renforcer le corps. C'est lui donner les moyens de vieillir le mieux possible et le plus longtemps possible sans abîmer ses structures. Parce que si on abîme ses structures, on ne pourra pas vieillir en bonne santé. Donc déjà, il y a souplesse et élasticité. Ensuite, un peu de cardio. Donc ça peut être à travers du vélo, du step, ça peut être de la zumba. Enfin, il y a plein de possibilités d'activer un petit peu son rythme cardiaque. Ça peut être aussi un sport comme le tennis ou bon. Et puis un peu de renforcement musculaire. Le Pilate, par exemple, permet un renforcement musculaire en respectant la physiologie. Surtout, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de faire du sport en conscience. Quand on fait du Pilate, on va vraiment tenir compte, on va tenir les abdominaux, chaque mouvement est pensé et le sport est fait en conscience. Donc si déjà, dans je dirais chez une femme, après 50 ans, si elle met en place une marche tous les jours, qu'elle évite de prendre les escaliers roulants, qu'elle évite de prendre les ascenseurs, déjà, c'est déjà une super base, et que parallèlement, il y a 1 heure de stretching, 1 heure de renfo et type Pilate et 1 heure de cardio. Alors, si elle n'a pas envie de faire du cardio, par exemple, moi, je trouve que le vélo d'appartement, c'est quelque chose de très intéressant, parce que finalement, ou les vélos qu'on peut trouver en bord de Seine ou dans les parcs, ça permet vraiment d'activer les quadriceps, qui sont des muscles importants. Et en même temps, on va favoriser un bon équilibre. Et on sait que chez la femme,
les risques, c'est pas tant l'ostéoporose en fait, c'est la chute. C'est quand elle chute qu'il peut y avoir des fractures, des choses comme ça. Donc en réalité, maintenir une activité musculaire suffisante à travers, par exemple, le vélo, du pilate et du cardio, et on a tous les éléments pour pouvoir vieillir en bonne santé. Plus, c'est un risque de fragiliser les structures. Donc effectivement, moi je suis pas trop sur le marathon, parce que vous l'aurez compris, le marathon c'est très exigeant pour le corps. Ça génère beaucoup de problèmes au niveau intestinal, de porosité intestinale, c'est beaucoup d'inflammation, donc il faut être extrêmement bien préparé. Et c'est pas à 50 ans qu'on va se lancer à faire dans un marathon. Parce que là, on va plutôt favoriser un vieillissement prématuré. C'est un petit peu contre. C'était ça que je voulais t'entendre dire. Non, mais c'est important de le rappeler. Là, on a mis en avant un certain nombre de conseils, de choses qui peuvent être mises en place de façon individuelle. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place dans un sens plus collectif, que ce soit au niveau de la société ou au niveau des entreprises, peut-être, dans cet accompagnement à une santé sur la longévité, mais aussi dans cette transition pour accompagner les femmes à mieux vivre ce changement, justement? Au sein de l'entreprise, alors moi je dirais pas spécialement pour les femmes, je dirais spécialement pour les salariés. C'est-à-dire que j'aime pas trop qu'on stigmatise un peu les femmes. Alors les femmes dans l'entreprise, il faudrait qu'elles aient un espace particulier parce qu'elles sont plus fragiles. Je le crois pas. Je crois pas que les femmes soient plus fragiles. Je crois par contre qu'effectivement elles aient plus de charge mentale, etc. Mais en réalité, je pense que au niveau du bien-être du salarié en général, c'est-à-dire que je trouve que ce serait pas mal de mettre, par exemple, au sein de l'entreprise, une salle de sieste, de remplacer la machine à café par une machine à tisane. Tout à fait. De supprimer les excitants, en fait, parce que les excitants, c'est quand on est fatigué, on prend un excitant pour aller encore plus loin, et c'est ça qui fait que ça masque finalement tous ces symptômes d'épuisement et qu'on arrive au bout du bout et qu'on fait un burn-out. Alors que si on met en place, on sait qu'on est fatigué et quand on ressent ces premiers signes de fatigue, on peut se dire, je vais aller faire 10 minutes de sieste et pourquoi pas je vais boire une boisson chaude. Et pourquoi pas, si au sein de l'entreprise, on a également mis un espace, par exemple, extérieur. J'en demande beaucoup, mais un espace extérieur où on peut prendre le soleil pendant 10 minutes. C'est des moments de récupération. C'est pas des moments où on va encore plus booster le corps ou l'exciter pour essayer d'aller encore plus loin. C'est des moments de récupération. Voilà. Donc, moi, je trouve que ce serait plutôt ça qu'il faudrait faire. Maintenant, ça, c'est au sein de l'entreprise. Parce que, je dirais, au niveau familial, je pense qu'il faudrait vraiment que les femmes transmettent aux filles et ainsi de suite, et qu'il y ait une vraie information sur ce qu'est une femme et ce qu'est son fonctionnement. Ouais, c'est vrai que quand on voit, même ne serait-ce que sur la question de la grossesse, où parfois, entre mère et fille, elles se parlent pas du tout, elles se racontent pas, alors que c'est tellement quelque chose de... Pour moi, c'est le truc le plus énorme, presque. Ouais. On se dit, c'est pas pour tout de suite, pour le reste, quoi. Il y a beaucoup de tabous en cours, beaucoup d'interdits, on n'en parle pas, ça se dit pas, on parle pas de sa grossesse, on parle pas de... C'est compliqué, je trouve que la jeune femme, elle arrive, elle a aucune information, elle est livrée elle-même, ou alors les informations qu'elle a sont pas les bonnes parce qu'elle les a récupérées sur des vidéos qui sont pas forcément... Tout à fait. Bon, on arrive doucement vers la fin de notre échange, qui est passionnant, mais j'aimerais bien qu'on aborde cette question de la ménopause et du vieillissement, parce que finalement, quand on parle de ménopause, on a l'impression qu'on parle, tu l'as dit d'ailleurs en introduction, qu'on parle tout de suite du vieillissement. Ça veut dire quoi de la façon dont on a d'aborder le vieillissement dans notre culture, dans notre société ? Alors, c'est vrai que quand on parle de ménopause, souvent, on l'associe au vieillissement dans le sens où ça va être associé à la baisse de l'acuité visuelle, à la baisse de l'acuité auditive. On va dire qu'on a les premières rides qui arrivent, on va dire qu'on a les cheveux qui blanchissent. En réalité, ça n'a rien à voir avec la ménopause. Les femmes, elles n'ont pas attendu la ménopause pour peut-être avoir une baisse de la vision ou pour prendre leurs premiers kilos ou avoir des rides. Ça n'a rien à voir.
Le problème dans notre société, c'est toujours pareil, c'est une société du paraître et une société de la performance. Donc, tout est basé sur le paraître. Donc, effectivement, une femme qui vieillit et qui est dans sa plénitude ne correspond pas aux critères qui sont aujourd'hui valorisés. Alors, elle va correspondre de moins en moins aux critères qui sont aujourd'hui valorisés, parce que ce que j'ai entendu dire quand même, c'est que non seulement aujourd'hui on a des mannequins qui sont représentés dans les journaux et qui sont, on va dire, un peu modifiés, photoshopés. Mais la prochaine étape, c'est que ce ne seront plus des mannequins, c'est que ce seront de l'IA. De l'IA, hein, voilà. Donc, cette perfection-là, elle sera jamais atteignable. Hein. Donc, à partir du moment où, là, on est parti dans quelque chose où ça n'est pas possible, ça n'est pas atteignable, remettre du bon sens dans tout ça. Qui a envie de ressembler à une intelligence artificielle ? Avoir un double oreille. Puis après, c'est les humanoïdes, carrément. Il y a carrément les humanoïdes maintenant. Enfin, bon, bref. Mais je pense que le vieillissement, c'est quelque chose qui fait penser qu'il y a une fin. Alors, il y a une fin, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais justement, l'idée, c'est d'arriver à la fin le mieux possible, aussi bien physiquement que psychiquement. Donc, moi, je trouve que plutôt que d'essayer de maintenir la jeunesse à tout prix et par tous les moyens, c'est plutôt d'accompagner cette évolution de façon à pouvoir profiter pleinement de chacune de ces étapes, de ce qu'elle peut nous apporter comme richesse physique, psychique. On pourrait être peut-être plus dans la transmission, et ça, c'est passionnant. C'est comme ça, enfin, un enfant de 5 ans, il saute, il court, il joue toute la journée, il a une énergie phénoménale. Une personne de 80 ans, elle fait pas des pirouettes et des galipettes pendant des heures parce qu'elle a pas trop le physique pour ça et qu'elle a pas l'énergie pour ça, mais elle fait autre chose. Voilà, elle s'intéresse à d'autres domaines et je trouve que c'est un temps pour elle pour pouvoir s'enrichir énormément. Il y a, je dirais, une évolution qui se fait de l'énergie physique vers l'énergie psychique, c'est-à-dire qu'on va plus être dans sa réflexion mentale. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, qui te tient à cœur, ou quelque chose que tu voudrais dire à nos auditeurs et auditrices par rapport à tout notre échange d'aujourd'hui ? Ouais, il faut arrêter d'avoir peur. Voilà, il faut arrêter d'être dans ses peurs pour tout, parce que la femme, elle est puissante, elle a des capacités énormes, et il faut qu'elle croie dans ses capacités. Magnifique. Parfait mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était vraiment passionnant. Ouais, et on se retrouve la semaine prochaine avec le Q&A. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, Unlock your powers.